TV. Where sci-fi and fantasy merge with reality. Les films de science-fiction en mode dystopie sont mes films favoris, pas seulement à cause de la nature surréelle de leur réalité, où tout est repoussant et négatif, mais parce que la réalité alternative qu'ils présentent est en fait la nôtre, mise en scène différemment. Il n'y a pas de vraie différence entre, disons, le monde de Métropolis et le nôtre. Dans ce film, il y a deux classes sociales. La classe du prolétariat, les esclaves, et la classe dirigeante, comme aujourd'hui. Certains d'entre vous ne le verront pas comme ça, mais c'est pourtant vrai et je peux vous assurer que ça deviendra de plus en plus clair à mesure que le temps passe. Ces films en mode dystopie peuvent des fois sembler tirés par les cheveux, mais le fait est qu'il y a beaucoup de vérité. Certaines intrigues sont métaphoriques, d'autres sont plus directes, alors que d'autres encore présentent des éléments du futur qui ne sont pas là, mais qui sont en préparation. Ne cherchez pas plus loin que Minority Report, une histoire publiée en 1956 dont un film a été tiré en 2002 et qui est en train de devenir une réalité en 2017. Un peu partout, les services policiers font appel à des sociétés privées afin d'obtenir des données publiques et privées, ainsi que des algorithmes pour prédire où les actions criminelles à venir ont plus de chances de se produire et par qui. Dans Minority Report, cela s'appelle le pré-crime. Donc, à partir de cette intro, je vais vous parler du film Snowpiercer, réalisé en 2013. Si vous ne l'avez pas vu, faites-le avant de regarder ce qui suit, car c'est un vrai spoiler. L'histoire de Snowpiercer débute en 2014 avec la dispersion dans le ciel d'un produit chimique appelé CW7, responsable du gel total de la Terre détruisant toute vie, à l'exception de ceux qui ont pu monter à bord du Snowpiercer. Un énorme train propulsé par un moteur à mouvement perpétuel sur une voie ferrée faisant le tour de la Terre construite par le tycoon des transports Will Ford. Appelé également l'Arche Puisant au début du film, celui-ci est en fait l'équivalent de l'Arche de Noé, le dernier espoir pour le futur de l'humanité. Au bout de 17 ans, en 2031, les élites occupent l'extravagante partie avant du train, et la plèbe occupe la partie arrière de celui-ci, vivant dans la pauvreté. Surveillés par les gardes de Wilford, ils ne sont nourris que de barres de protéines gélatineuses et maintenus dans leur rang social par Minister Mason. De temps en temps, des enfants sont choisis pour être emmenés à l'avant du train. En complotant avec son mentor Gilliam par le biais de messages sous forme de minuscules capsules insérées dans certaines barres de protéines, Curtis Everett amène les passagers de l'arrière à se révolter. Une révolte qu'il prévoit de pousser jusqu'au moteur du train. Prenant le dessus sur les gardes, il libère du wagon-prison un expert de la sécurité et sa fille clairvoyante afin qu'ils puissent les aider à ouvrir les sas qui séparent les autres wagons. Ils envahissent le wagon où la nourriture est produite et découvrent un élevage d'insectes servant de base aux barres de protéines. Ceci est similaire à la nourriture industrielle produite aujourd'hui pour la population remplie d'horreurs faites de composants chimiques, d'hormones et d'OGM. Gilliam suggère de prendre d'assaut le wagon abritant la réserve d'eau. Ils pourront ainsi contrôler les négociations avec Wilford. Mais au lieu de cela, ils sont piégés par des hommes masqués équipés de haches aux ordres du ministre Mason. Après une bataille sanglante, Curtis doit sacrifier son bras droit, Edgar, pour gagner celle-ci. Mason est fait prisonnière et accepte de conduire Curtis et les autres rebelles. La révolte continue, wagon après wagon, révélant chacun d'eux comme une preuve supplémentaire de la nature sombre du système.
Une politique d'eugénisme par régiment. Le nombre d'unités d'individus doit être très précisément et strictement contrôlé afin de préserver un équilibre durable. Et le programme maison d'endoctrinement du wagon-école émerge comme étant le plus important, alors que les élèves regardent une vidéo de propagande présentant Wilford littéralement comme un dieu et un sauveur. Ministre Mason, nous étions sur le point de passer une vidéo. Très bien. Dès son plus jeune âge, l'adoration de M. Wilford pour les locomotives était ancrée. Quand je serai grand, je vivrai dans un train pour toujours. Ses rêves d'enfant se réalisèrent quand il fonda l'empire des transports, les industries Wilford. Mais son plus grand rêve était de construire un train de luxe faisant le tour du monde, circulant sur une voie ferrée connectée à tous les réseaux ferroviaires de la Terre. La voie ferrée circulaire s'étend sur 438 000 km et un tour complet se réalise en un an. Qu'est-ce qui se passe si le moteur s'arrête? On gèle et on meurt tous. Va-t-il s'arrêter? Va-t-il s'arrêter? Non, non, non. Pouvez-vous me dire pourquoi? Le moteur est éternel. Oui, le moteur est toujours là. Oui. Fuse, fuse, vibre, vibre. Et à qui le doit-on? À Wilford, Super Wilford. Profitant de la distraction offerte par la célébration annuelle du Nouvel An, marquant la réalisation d'un tour complet, l'institutrice les piégea avant de se faire tuer. Plus en arrière, la même distraction permet aux soldats de Mason d'éliminer les rebelles et de tuer de nombreux passagers à l'arrière. Gilliam est exécuté par un type appelé Franco et Curtis abat Mason en contrepartie. Le groupe de Curtis continue son avancée. Suivi par Franco, ce qui mène à une violente confrontation dans le wagon Sona, pendant laquelle Franco continue d'abattre d'autres rebelles avant que Curtis ne le maîtrise. À la porte du wagon moteur, l'expert en sécurité libéré leur révèle qu'il va utiliser un combustible hallucinogène récupéré auprès des élites et s'en servir d'explosif pour créer une ouverture vers l'extérieur, dont il observe les signes d'un monde qui décongèle. Curtis lui fait la confession que peu de temps après avoir embarqué dans le train, les passagers de l'arrière en sont venus au cannibalisme pour survivre, et sa participation à cet acte le hante. Il était presque disposé à tuer ses propres amis quand Gilliam lui offrit son propre bras à la place. Après des années de mépris pour Wilford, Curtis cherche maintenant à comprendre ses intentions par rapport au système de classe instauré dans le train. La protection rapprochée de Wilford surgit alors du wagon moteur, tue l'expert en sécurité et invite Curtis à l'intérieur, où il rencontre un Wilford vieillissant. Il se trouve que le rôle de Wilford est joué par Ed Harris, qui joue aussi le rôle de Christophe dans The Truman Show. En fait, ce n'est pas une coïncidence, c'est la technique d'Hollywood. Tout est codifié. Wilford lui révèle que sa révolution était en fait orchestrée par lui-même et Gilliam pour réduire la population et maintenir l'équilibre de cet écosystème fermé, et que par conséquent 74% de la population restante de l'arrière du train devait disparaître. Il explique l'importance de la peur et du chaos dans le maintien d'un ordre et d'un leadership nécessaire dans le train. Curtis, mon garçon, le fait est que nous sommes tous coincés ici, dans ce fichu train. Nous sommes tous prisonniers du gros morceau de métal. Et ce train est un écosystème fermé. Nous devons constamment être en équilibre. L'approvisionnement d'air, d'eau, de nourriture et la population doivent en permanence être à l'équilibre. Cependant, pour optimiser l'équilibre, nous avons dû, certaines fois, lorsque la situation l'exigeait, employer des solutions radicales pour réduire la population de manière plus drastique. Nous n'avons pas de temps pour une vraie sélection naturelle. Nous serions tous horriblement affamés et en surnombre pendant ce temps. L'autre meilleure solution est de faire s'entretuer des groupes d'individus entre eux. À l'occasion, il nous a fallu remuer la merde, pour ainsi dire. La révolte des 7, les émeutes de McGregor, la grande révolution de Curtis.
Une production blockbuster dotée d'une imprévisible et diabolique intrigue. Qui aurait pu prédire ta contre-attaque avec la torche dans la tour Katerina? Du pur génie. Ce n'est pas ce que Gilliam et moi avions prévu. Quoi? Il est nécessaire de maintenir le bon équilibre d'anxiété, de crainte, de chaos et d'horreur pour permettre à la vie de continuer. Et si cela n'existe pas, alors il faut l'inventer. Et suivant cette logique, la grande révolution de Curtis que tu as créée était véritablement un chef-d'œuvre. Après l'avoir laissé découvrir sa propre solitude pour la première fois depuis 17 ans, Wilford demande à Curtis de le remplacer. Curtis semble être sur le point d'accepter quand la fille de l'expert de la sécurité fait irruption dans la pièce et ouvre une trappe dans le sol. Révélant à Curtis que les enfants sélectionnés dans la queue du train sont coincés et employés comme pièces de rechange d'une machinerie en déclin, l'arrière de ce train ne servant qu'à fournir cette ressource pour le moteur. Curtis défait Wilford et sacrifie un bras pour sauver l'enfant de cette tâche horrible. L'expert en sécurité revient en scène, et alors qu'il est sur le point d'être à nouveau repris, il déclenche le fusible des hallucinogènes. Puis avec Curtis, ils entourent les plus jeunes, les protégeant ainsi de l'explosion. La déflagration déclenche une avalanche qui fait dérailler le train. La fille de l'expert en sécurité et un jeune garçon, apparemment les seuls survivants, émergent de l'épave et aperçoivent un ours polaire, preuve que la vie existe hors du train. Donc en fait, ce monde est typiquement le monde dans lequel nous vivons actuellement, sauf qu'il se déroule dans un train. Le train étant la métaphore de notre monde. Séparés en classes sociales comme un système féodal, nous avons les paysans, la police et les militaires et la classe dirigeante. L'aspect dépopulation, quant à lui, n'est pas différent de l'eugénisme et est aussi emblématique des Georgia Guidestones, où il est dit de maintenir la population sous les 500 millions. La politique prônée par les écrits de ces pierres n'est pas encore appliquée, mais ces messages qui y sont incrustés ne sont pas là pour rien. Ce n'est juste pas encore le moment. Ce film nous montre également la réalité des révolutions provoquées, le contrôle des deux parties d'une guerre par une seule entité, et pour finir, et non des moindres, l'utilité de la peur et du chaos dans le contrôle et l'équilibre, ou en d'autres termes, l'ordre à partir du chaos. Ce film est devenu l'un de mes préférés. Il y a beaucoup d'extraits en ligne, la plupart comparant l'histoire du film au capitalisme et au marxisme. Une analyse vers laquelle j'aimerais vous diriger s'appelle Snowpiercer and Mad Max Decoded par Rosette Delacroix. Elle va plus loin que moi. Le lien est dans la description. Merci de votre attention.